Alors, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette revue encore de l'actualité. On va parler aujourd'hui de deux choses. On va parler de la stratégie En Marche pour les municipales et ensuite on va parler de la loi contre la haine. Euh, j'ai décidé de ne pas commenter la visite de Macron en Israël parce que euh, tout a été dit là-dessus je pense et de toute façon il y a pas vraiment besoin d'analyser en profondeur ce qui s'est passé pour, euh, pour se rendre compte du ridicule de Macron quand il essaye de se présenter comme quelqu'un de charismatique et de spontané. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de vous donner toutes les sources de ce que je vais dire. Je vais commencer par parler donc des municipales. Euh, les, les municipales, on en parle un petit peu plus là depuis 15 jours parce que la circulaire Castaner fait plus de bruit, mais en fait c'est une stratégie qui a été décidée bien en amont, et vous verrez donc avec les articles que je mettrai dans la description que En Marche est très préoccupé par les municipales depuis très longtemps. Tout ça commence presque au grand débat de l'année dernière où Macron a fait son petit tour de France tel Charles IX et Catherine de Médicis au XVIe siècle quand ils ont décidé de faire le tour de France et donc de visiter un petit peu la populace. Sauf que Macron n'a pas visité la populace évidemment. Il a surtout fait du one-man show devant les maires. Alors ça en a pas convaincu énormément, visiblement, puisque derrière, ils ont donc besoin de faire toute une stratégie euh, pour, euh, pour apparaître vainqueur de l'élection. Alors on va commencer donc par parler des objectifs de En Marche. Le président veut 10 000 conseillers municipaux. C'est euh, c'est un chiffre assez gros. C'est Stanislas Guérini qui donc avait parlé de ça à la presse. Donc Macron veut faire élire 10 000 conseillers municipaux. Pour le moment, il a investi ou soutenu 400 candidats dans les mairies. Donc on est très loin du compte. On est très loin du compte. J'ai aussi donc une carte interactive des mairies, enfin des candidatures qui sont soit soutenues, soit investies officiellement par En Marche. Vous verrez que ben il y a pas mal de coins en France où ils sont absents. Ils savent très bien que leur ancrage local est complètement impossible. Ils parlent même, je cite, d'enracinement local. Pour un parti hors sol, quand on veut s'enraciner, bon, je sais pas si vous avez des notions en botanique, mais on appelle ça de l'aéroponie. Le fait de vouloir s'enraciner sans avoir un pied dans la terre. Euh, donc En Marche a très bien compris que il n'y a que dans les grandes villes, voire que dans les métropoles, que ils sont capables de faire des résultats. On sait bien que leur principal soutien au présidentiel, ça a été donc les grandes villes, notamment surtout Paris, qui a voté pratiquement en totalité pour Macron, et aussi bon, les Français de l'étranger. Mais bon, ça n'a pas forcément d'importance, puisque là, nous, on va se concentrer sur la France. Euh, pour ce faire, tout en sachant qu'ils n'ont pas d'ancrage local et sûrement pas de possibilité d'en construire, ils ont donc mis en place euh, toute une politique, toute une politique pour atteindre leur objectif d'avoir donc 10 000 conseillers municipaux qui leur serviraient derrière de soutien et de légitimité quelque part, puisque c'est un parti qui se sait illégitime, de légitimité pour 2022. Et ils ont commencé donc par essayer de rallier des gens de la droite et de la gauche. Ils n'ont pas réussi à en rallier énormément. Et du coup, la deuxième étape de leur stratégie, c'est la circulaire Castaner. La circulaire Castaner, c'est assez simple à comprendre. C'est assez simple à comprendre, hein. Ça consiste donc à ne plus attribuer de couleur politique aux candidats des petites communes. Donc quelques chiffres, en France il y a 35 000 communes,
Et 95% d'entre elles ont moins de 9000 habitants. Les communes de moins de 9000 habitants donc, représentent pratiquement 50% de la population. Euh, Avant la circulaire Castaner, c'était au préfet donc, du département, d'attribuer une couleur politique aux communes de plus de 1000 habitants. Donc par exemple, si une liste gagnait, le préfet derrière allait, allait décider un petit peu lui-même tout seul si c'était une liste de gauche, une liste de droite, etc. Aujourd'hui, Castaner va relever ce seuil aux communes de 9000 habitants. Ce qui fait en fait que 95% des communes de France ne verront pas leurs chiffres apparaître dans les résultats nationaux. Si par exemple vous habitez dans une commune de moins de 9000 habitants et que le soir des municipales vous allez regarder, je sais pas, France 2 ou TF1 pour voir les résultats, vous n'apparaîtrez pas dans les chiffres, dans les pourcentages nationaux. Tout ça évidemment va favoriser le parti En Marche, puisque, puisque dans les grandes communes, dans celles de plus de 9000 habitants et les grandes villes, c'est là qu'ils ont le plus de chances de faire des chiffres, et donc évidemment d'y apparaître. Tout ça aussi va fragiliser la droite. Il faut savoir que la droite sont c'est la tendance politique la plus installée en France au niveau des communes. Et Macron, évidemment, a, il fait tout pour détruire politiquement la droite, mais faute de pouvoir la détruire localement et la remplacer en mettant des godillots hors sol et en récupérant donc des mairies de droite, eh ben, il va simplement les faire disparaître de la carte. Donc c'est très grave. Il s'agit donc de masquer la déroute politique annoncée d'En Marche. Comme donc ce sont des gens qui ne sont pas capables d'agir de manière transparente et d'assumer un petit peu ce qu'ils sont tout simplement obligés, en toute transparence, de bidonner les futurs résultats de l'élection et tout en l'assumant. Donc évidemment c'est très grave. Évidemment c'est très grave et c'est quelque part une manipulation voulue par Macron, annoncée par Castaner, qui fait évidemment énormément grincer des dents partout. Il y a eu un recours qui a été déposé au Conseil d'État. Tous les autres partis sont évidemment assez scandalisés par la circulaire de Castaner. De toute façon, tout ça s'explique parce que la France, donc 95% des communes rurales en France, donc 50% de la population qui vivent hors des villes, qui se sentent depuis des décennies complètement abandonnées par la France jacobine parisienne, la France des grandes agglomérations, où les choses se passent et chez eux, il y a de moins en moins de vie, il y a des commerces qui ferment, il y a un mécontentement qui gronde, il y a aussi un basculement vers l'extrême droite. C'est aussi la France des gilets jaunes, puisque les gilets jaunes commencent dans les petites communes. Quand les ronds-points commencent à être occupés, c'est dans les petites communes. Le mouvement des gilets jaunes est un mouvement qui part de la ruralité et qui aujourd'hui a envahi l'urbain, parce qu'aujourd'hui le mouvement des gilets jaunes est très fort dans les villes, mais il commence dans les campagnes. Donc la France n'est pas macroniste. La France n'est pas macroniste. 95% du territoire français n'est pas macroniste. Et donc, il s'agit pour le pouvoir de masquer ça. C'est très dangereux pour eux de faire ça. Euh, dans des territoires où les gens se sentent méprisés, abandonnés depuis longtemps, le simple fait, juste pour faire de la politique électorale, le simple fait de vouloir les masquer encore plus, de ne pas les faire apparaître dans les résultats, ça va apparaître comme une provocation énorme et ça va énerver beaucoup de gens, évidemment. Donc on se demande en fait quelle est la priorité chez En Marche et chez Macron. Est-ce que c'est de garantir la cohésion nationale ou est-ce que c'est d'apparaître aux yeux du monde comme un parti qui gouverne? Parce que évidemment les résultats des municipales en France vont être observés
par la presse étrangère qui essaye de mesurer un petit peu la popularité de Macron et qui aussi constate euh, que Macron agresse son peuple avec sa police et qui constate que Macron ne tient en France que grâce à la police. La presse étrangère est très observatrice de ça et Macron en est très conscient et il veut donc montrer aux étrangers qu'il est le maître dans sa maison. Sachant que nous, ben, on sait très bien qu'il n'est pas vraiment le maître dans sa maison. Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je sais pas. Je sais pas, on n'a pas trop eu de nouvelles quant à l'application de cette circulaire suite à la polémique. On n'a pas trop eu de nouvelles sur le recours au Conseil d'État déposé par Christian Jacob, là, le patron de la droite. Que va faire le Conseil d'État? Est-ce qu'il va obliger Castaner à changer sa circulaire? Dans tous les cas, la polémique est là et elle ne sera pas oubliée. C'est ça, hein. C'est ça le plus important. C'est encore cette provocation, ce mépris. C'est, voilà, on veut carrément faire disparaître aux yeux du monde ce qu'est la France, ce que pense la France. C'est ce que pense la France dérange le pouvoir et donc ce n'est pas important. C'est très très grave. C'est très très grave. Et il convient donc aussi d'analyser qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel et le mouvement actuel, et la grogne des Français générale face à la réforme des retraites, puisqu'on est à 70% maintenant des Français qui sont partisans du retrait de la réforme, je pense que même dans les grandes villes, Macron va se prendre une claque aussi. Il est donc obligé de présenter même plusieurs listes. Alors ça c'est très drôle, on a le cas de Paris où donc il y a Griveaux qui est investi officiellement et Villani qui fait sa candidature dissidente. Mais ce qui est rigolo, c'est aussi bon de se dire que voilà, peu importe le résultat de l'élection, au moins En Marche aura deux candidats et si que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, eh ben c'est quand même le parti qui gagnera derrière. Même si Villani voilà subit une campagne de pression assez abominable de la part de son parti, on l'a complètement marginalisé. Griveaux en privé l'a insulté de manière très grossière. Ça devrait faire réfléchir le camp En Marche et aussi les électeurs de ce qui attend les gens qui veulent se présenter comme une alternative à ce qui a été décidé officiellement au sein du parti. Donc si vous faites partie d'En Marche et que vous osez élever un avis différent de celui de la direction centrale du parti, et ben voilà. Benjamin Griveaux, c'est pas quelqu'un qui inspire la confiance, hein, de toute manière. C'est vraiment un espèce de parvenu là qui se prend pour un noble. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de la race des traîtres, quoi. Et ça se voit même sur son visage, hein, qui est pas vraiment, qui a pas vraiment un faciès rassurant, on va dire. De toute façon, à Paris, là, dans les sondages, ils sont pas très bien, là, les macronistes. Rachida Dati a gagné du terrain. Même malgré voilà, le soutien de Marlène, cette chère Marlène, qui donc soutient Griveaux en se présentant dans le 14e et qui va sur les plateaux TV seriner ses éléments de langage habituels avec son ton qu'on lui connaît, qui va même jusqu'à rendre sceptiques les présentateurs télé qui sont acquis à la cause de En Marche, quoi. Donc bon, moi le message que j'ai à dire à Griveaux, c'est que s'il veut gagner l'élection, qu'il n'envoie pas Marlène au front le défendre, parce que ça crée un petit peu l'effet inverse. Donc voilà, en tout cas, pour ce qui est des municipales et de la circulaire Castaner et des prévisions qu'on peut faire pour En Marche au prochain scrutin. Donc le second point du jour, c'est quelque chose de beaucoup plus préoccupant. Il s'agit de la loi Avia, la loi contre la haine. Déjà, on va commencer par rappeler ce que c'est la loi contre la haine, qui donc dont la proposition de la loi a été acceptée le 21 janvier.
dans la soirée, à la va-vite, et modifiée à la dernière minute. Mais avant de revenir là-dessus, donc on va essayer de la présenter très succinctement. Donc d'après ce texte, n'importe quelle plateforme numérique, qu'elle soit associative ou lucrative, populaire ou non, se verra dans l'obligation de retirer en 1 heure les contenus dits manifestement haineux, sous peine de se voir infliger une amende correspondant à 4% de leur chiffre d'affaires. Donc là, je cite un article du Média pour tous, de Vincent Lapierre. Donc, à la base, c'était un texte qui était particulièrement les réseaux sociaux, comme Twitter ou Facebook. Mais à la dernière minute, ils ont décidé d'y rajouter un amendement qui étend la proposition de la loi à tous les sites. Tous les sites. C'est-à-dire que même un forum, le forum de la CGT ou je ne sais quel site internet tombe sous le coup de cette loi. Donc tous les propos qui vont être signalés comme manifestement haineux ou manifestement terroristes, donc là on se demande encore là, quel est le rapport entre les deux, euh, tous ces sites vont être donc obligés de retirer en 1 heure seulement, sinon ils vont avoir des sanctions financières, ces propos-là, et donc de les censurer. Donc c'est une censure extrêmement rapide et qui va être traitée par des algorithmes et des équipes de modération. Évidemment, ça met la puce à l'oreille aux forumers du 18-25, puisque nous, on connaît bien ce genre de procédé, qu'aujourd'hui, le simple fait de d'écrire le mot Marlène Schiappa ou le mot juif, par exemple, dans n'importe quel contexte, hein, rien qu'en écrivant ce mot-là, on se retrouve au bout d'une dizaine de minutes en moyenne censuré, sans même recevoir de sanctions de la part de modération, c'est juste signalé comme message inopportun et derrière c'est supprimé. Donc cette loi contre la haine, elle arrive donc directement dans le prolongement de la loi de 2014 contre l'apologie du terrorisme et la mise en place de la plateforme Pharos. Donc si à la base c'est une très très bonne idée d'aller mettre un petit peu son nez dans les comptes Twitter qui font l'apologie du terrorisme et tous les forums djihadistes qui existaient auparavant sur Internet, Pharos a été très vite détourné de son utilité par la culture de la délation, c'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut se présenter sur le site de la plateforme Pharos et signaler au gouvernement un propos qui ne lui plaît pas. Donc non seulement ça surcharge de travail les gens qui sont... parce que là, pour le moment, ce n'est pas des algorithmes qui s'occupent de Pharos, mais bien des gens. Ça surcharge de travail les gens qui donc, sont derrière ces plateformes-là et qui doivent traiter tous les jours des signalements abusifs. Vous savez bien que sur le forum, c'est même devenu une blague entre nous. Dès qu'il y a un propos un petit peu ironique, on fait la blague, oh, je vais signaler au gouvernement, etc. Donc là, ça va être étendu à tout l'Internet. On peut d'ailleurs se demander si JVC, jeuxvideo.com, n'a pas été un petit peu le laboratoire de la future loi Avia, en fait, depuis 2 ans. Sachant aussi, évidemment, que les bureaux de Webedia, donc là où les serveurs de JVC sont physiquement présents, se situent dans le même bâtiment que la DGSI. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, la loi Avia est tout simplement une loi totalitaire qui aussi vient à point nommé actuellement, puisque le mouvement de contestation est né sur Internet et il prospère sur Internet. Il y a un certain nombre d'acteurs du mouvement qui ont émergé ces derniers temps et qui utilisent YouTube, qui utilisent Facebook, qui utilisent Twitter, etc. pour relayer des informations et relayer des propos contestataires. Ça voudrait dire avec cette loi que un certain nombre donc de figures de la dissidence actuelle tomberaient sous le coup de la loi et ne pourraient tout simplement plus exercer leur travail d'information. Ça voudrait aussi dire que tous les groupes Facebook sur lesquels les Gilets jaunes ont commencé à échanger et se sont formés pour ensuite faire les manifestations sur Paris, tous ces groupes-là donc, qui relaient des informations et qui propagent des discours contestataires, c'est pareil, tomberaient sous le coup de la loi et Facebook serait obligé de les censurer en moins d'1 heure. Ça veut tout simplement dire que tous les propos qui sont politiques sur Internet,
et qui ne vont pas dans le sens du pouvoir sont potentiellement censurables. Donc ça, c'est très grave et c'est une atteinte énorme à ce qui est l'état de droit en France et la liberté d'expression. Et encore une fois, et c'est à chaque fois la même chose avec les lois qui sont proposées par En Marche, c'est des gens qui savent allier l'utile à l'agréable, si vous voulez. On nous parle donc de terrorisme et de haine. Donc à la base, les propos concernés, donc ce serait l'apologie du terrorisme et les propos racistes, islamophobes, sexistes, etc. Ce qui est bon, ce que je peux entendre, mais qui serait donc étendu à tous les propos politiques qu'on peut tenir sur Internet. Donc sous couvert de faire de la lutte contre les discriminations, en fait, ils vont tout simplement censurer la liberté d'expression des Français. C'est quand même, voilà, toujours allier l'utile à l'agréable. Et ils font ça toujours, ils font ça à chaque fois. Comme là, tout simplement, avec la réforme des retraites. Nous disant que c'est une réforme de justice sociale, que ça permet aux agriculteurs de toucher une retraite de 1000 euros. Mais c'est très bien que les agriculteurs touchent une retraite de 1000 euros. Sauf que, bon, en faisant ça, en disant vouloir aider les agriculteurs, ils coupent tous les régimes sociaux de toutes les autres professions et tout ce qui a trait à la pénibilité du travail, etc. Et en plus, ils mettent la main sur les caisses spécifiques des régimes de retraite. Toujours allier l'utile à l'agréable. Ensuite, donc, c'est assez drôle d'ailleurs de voir cette loi émerger de l'initiative de la majorité quand même. Il faut rappeler déjà qui c'est Laetitia Avia, donc la députée qui présente cette loi. C'est celle qui avait mordu un chauffeur de taxi. Le Canard enchaîné avait fait un sujet là-dessus. Et donc elle-même donc, n'a pas l'air d'être quelqu'un de très pacifique puisqu'elle est capable de mordre carrément un chauffeur de taxi avec qui elle s'était disputée. Je me demande si c'est pas simplement de la haine, ça. On peut aussi parler de Marlène Schiappa, qui avec ses tweets, certains supprimés, certains qui sont pas supprimés, tenait des propos qui étaient quand même très très limites. En 2011, j'en ai un sous les yeux, que je vais mettre dans la description. Mais il faut savoir qu'il y en avait d'autres, des tweets comme ça, où elle tenait des propos très limites, et surtout qui étaient totalement paradoxales par rapport au discours qu'elle peut tenir aujourd'hui, à savoir bon, l'égalité, les luttes contre les discriminations, etc. C'est quelqu'un qui pratique la discrimination. On peut aussi parler de Benjamin Griveaux, hein, qui insulte ses collègues d'abrutis et de fils de pute, et qui en a remis une couche là cette semaine contre Villani. Donc je cite l'article de l'Obs que je mettrai aussi dans la description. L'entourage de Griveaux dit sur Villani: le problème, c'est que seul un psychologue peut le gérer. Il se prend pour une star, mais il faut arrêter. Les filles ne se mettent pas non plus nues devant lui en espérant des caresses. Bon, non seulement c'est des propos qui sont un petit peu limites à l'encontre de la personne de Villani, mais en plus c'est un petit peu sexiste. Je suis désolé. Donc je me demande d'ailleurs si ces propos ne tomberaient pas sous le coup de la future loi contre la haine, qui est une loi vraisemblablement inapplicable de toute manière. Elle est très dangereuse, mais comment ils vont pouvoir l'appliquer? Ça, c'est une bonne question, puisque déjà, le fait de retirer en moins d'une heure des contenus, la plupart des sites internet ne vont pas pouvoir le faire sans proposer des solutions automatiques, des algorithmes. Le souci, c'est qu'un algorithme, même aujourd'hui, avec toutes les avancées sur le deep learning, etc., un algorithme ne peut pas faire la différence entre des propos satiriques, des propos non humoristiques, des propos caricaturaux et du vrai appel à la haine et des vraies insultes. Ça, un algorithme n'est pas capable de savoir. Donc comment ils vont faire en une heure pour appliquer cette loi, je n'en sais rien. Et en plus, financièrement, à la base, je veux dire, comment ils vont faire aussi pour payer, hein. Je ne sais pas, par exemple, comment va faire Le Figaro et sa célèbre section commentaires pour payer toutes les amendes qui vont lui tomber sur le nez à cause des propos qui sont régulièrement tenus dans la section des commentaires du Figaro. Ça va leur coûter un pognon de dingue, comme dirait notre cher Macron. Pour le moment, elle n'a pas été définitivement adoptée par l'Assemblée. En tout cas, c'est déjà une entreprise de museler Internet et qui se met évidemment dans le contexte actuel, c'est-à-dire que Internet est un espace qui est très contestataire pour l'État
Et l'État n'a que... Leur seule solution, c'est de mettre en place une censure massive qui est digne de la Chine ou de la Corée du Nord. C'est leur seule solution. Le problème, c'est que la France a une constitution, la France a signé les traités européens, la France a signé la Convention des droits de l'homme, et donc la France doit garantir à ses citoyens un certain nombre de garanties pour qu'ils puissent s'exprimer librement et ils ont le droit, les citoyens, de parler de manière... ils ont le droit de critiquer le pouvoir, mais apparemment, maintenant, on n'a plus le droit, c'est trop dangereux pour l'État. Donc si cette loi est adoptée, il nous restera plus que l'agora, la rue, la place publique, pour discuter entre nous et tenir des propos contestataires. Alors évidemment, ça pourrait aussi se retourner contre eux, puisque bon, si les gens peuvent plus discuter sur Internet entre eux, et qu'ils se remettent à investir le réel de manière permanente, euh, ça pourrait aussi se retourner contre eux. Bon, là, on est dans un contexte vraiment très particulier où, comme je l'ai dit dans ma première vidéo du 21 janvier, on est dans un glissement totalitaire qui, sous couvert donc de vouloir nous épargner les propos haineux, au final va nous censurer. J'ai hâte de voir les caricatures de Charlie ou du Canard enchaîné censurées. J'ai hâte de voir ça, hein. Et j'ai hâte de voir la réaction des Français. Donc bon, pour un gouvernement qui se disait Charlie au moment des attentats et qui aujourd'hui veut censurer sa population, comment dire que bon, les masques tombent, il va falloir être très vigilant, hein. Il va falloir être très vigilant puisque si on peut plus parler, si on peut plus mettre en lumière leurs mensonges et critiquer leur façon de faire, et bien évidemment, la seule vérité qui apparaîtra, ce sera évidemment pas celle des faits, mais évidemment celle de leur propre discours. Et on voit que il n'y a pas une seule fois, surtout en ce moment, où le président de la République, ni les membres du gouvernement, ni les défenseurs du gouvernement, ni les députés En Marche ne disent la vérité. Ils sont toujours en train de pratiquer le mensonge. Toujours. Et on gagnerait du temps, franchement, on gagnerait du temps à compter les fois où ils disent des choses vraies plutôt que de s'amuser à accumuler tous les mensonges qu'ils racontent jour après jour pour essayer de se justifier et de se défendre sous évidemment les yeux de journalistes de plus en plus sceptiques vis-à-vis de ce gouvernement, qui se rendent bien compte que la langue de bois et la novlangue ne suffit pas pour le moment à tenir une cohésion nationale. Pour le moment, on n'est pas encore dans 1984, hein, mais le ministère de la vérité n'est pas très loin et la police de la pensée n'est pas très loin non plus. Je trouve ça évidemment assez terrifiant, comme beaucoup de gens très sérieux, comme la Quadrature du Net, hein, qui est quand même un acteur de référence quand il s'agit de garantir et d'alerter sur les atteintes à la liberté d'expression sur Internet. Évidemment, la Quadrature du Net, ils ne sont jamais écoutés par les pouvoirs en place qui ne comprennent rien à Internet. Ce qui caractérise bien la politique française et le décalage par rapport à la population, c'est qu'ils ne comprennent rien à la technologie. Et que leur seule manière, évidemment, d'avoir un espèce de contrôle de la technologie, eh ben, ce sera toujours de manière abusive. Et ça, évidemment, ça finira par mal finir, parce que bon, quand on sera sous une censure généralisée, comment on va pouvoir faire comment les journalistes vont pouvoir faire leur travail, puisqu'aujourd'hui les journalistes travaillent énormément avec Internet. Moi, je suis vraiment très inquiet, hein, je suis vraiment très inquiet. Je suis inquiet aussi de l'hypocrisie, hein, affichée par le gouvernement qui utilise des bots. Les fameux foulards rouges sur Internet sont des gens ignobles qui se réjouissent à chaque fois des violences policières, qui appellent régulièrement au meurtre des Gilets jaunes, au meurtre de leur figure et de leur porte-parole. Donc on a le droit de tenir des propos haineux quand ils vont dans le sens du pouvoir. Ça, c'est quand même significatif du glissement totalitaire de la France. On parle déjà de démocratie autoritaire, mais là, bientôt, on parlera de démocratie totalitaire. Bon, bientôt, on parlera plus de démocratie du tout, je pense. Voilà, sur ce,
Je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard.